Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suit un qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE avec une passion mouvementée mais sans cesse renouvelée. Bienvenue aujourd'hui dans le monde merveilleux du show bleu de la WWE. Welcome to Friday Night SmackDown, le 1179e numéro. Ça se passe à Brooklyn, à New York City, au Barclays Center. Aux commentaires, Michael Cole et Pat McAfee. Chères auditrices et auditeurs, vous m'avez peut-être identifié, je suis le dinosaure masqué, que dis-je? Je suis le Luchasaurus des podcasts, votre old school tonton catch-up, et pour m'accompagner, pour analyser, encenser ou mettre en PLS cet épisode de Friday Night SmackDown, j'ai tout simplement avec moi l'archange Géliel pour faire la tag team gériatrique of the day. Salut Géliel. Salut tonton, salut à tous, très content d'être là pour reviewer ce SmackDown. En plus, on sent que la température remonte, j'espère que ça remonte également pour tout le monde. Moi, j'ai ressorti tous les slips d'été, évidemment, maintenant. On va pouvoir c'est d'époque. Exactement. Et donc, on est parti pour cette review de SmackDown. Oui, c'est la période, effectivement, il faut mettre des beaux slips, là, mesdames, et pour bien bronzer dans son jardin, pour avoir la marque comme il faut au bas des reins. Et écoutez, peuple de catch-up, si jamais vous étiez un petit peu en retard sur votre semaine, sachez que de toute façon, déjà en ligne, vous avez un super catch-up, puisque la semaine dernière, le SmackDown du vendredi passé et le Raw de cette semaine ont été reviewés ensemble par la tag team El Patron Yerem et le papy Anti-Atemi. Là, on se retrouve dans un format un peu plus habituel. On va review uniquement le Friday Night SmackDown, le 1179e. Et écoutez, de toute façon, eux, ils ont décidé de pas trop se prendre la tête, puisqu'ils vont attaquer avec 3 minutes de package vidéo consacré à la greatest rivalité of all time, évidemment Roman Reigns versus Brock Lesnar. Alors on voit, mon Géliel, tout ce qui s'est passé. On revoit les aventures de Brock Lesnar et de Roman Reigns au fur et à mesure des shows. Parfois ça s'arrache, ça s'éclate contre les escaliers au Madison Square Garden, ça se poursuit dans le locker room, ça fracasse des SUV à $1 million. Ça vient avec des portières sur le ring. Enfin bref, ça fait à peu près tout et n'importe quoi dans cette rivalité, mon bon Géliel. Oui, on sait pas trop comment ça va, pourquoi, comment ça va se terminer. Alors on sent bien que c'est très très violent. Ils sont partis sur un mode hyper violent, mais compliqué de savoir est-ce que ça va, où est-ce que tout ça va nous amener en quelque sorte, quoi. Ouais, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois le paquet de vidéos fini, on nous envoie directement sur la rivalité du moment, et c'est tout simplement Brock Lesnar qui est avec Kayla Braxton devant le locker room, devant la loge VIP de la Bloodline, et il est hilar, la bête, il est heureux d'être là, quoi. Alors Kayla Braxton, elle ose quand même un peu lui demander tout ce qui s'est passé sur ses exactions de la semaine dernière, quoi. Et il dit que en fait il a payé une belle amende, et que finalement il préférait offrir des bagnoles en échange. Bon, on pense avec les émoluments qu'il a à la WWE, ça devrait bien se passer. Il en trouvera bien une qui finira par plaire à Roman Reigns, en particulier une qui serait teintée de rouge sang. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait notre ami Brock? Il rentre dans la loge VIP et il s'installe sur le canapé. Alors il y a un peu de tout, il y a à manger, il y a des fruits, il y a du champagne. Il va fracasser de manière totalement fortuite et sympathique la table basse de la loge VIP. Alors ma foi, la loge VIP magnifique de Roman Reigns et de la Bloodline. Et on pense bien que ça va mal se passer pour cette loge VIP, et certainement mal se passer aussi pour tous les collègues. Il s'installe sur le canapé et comme nous, mon beau Géliel, finalement, Brock Lesnar, il s'installe pour apprécier son SmackDown du vendredi soir. Oui, exactement. Après, il est un peu maladroit, alors il casse la table, il casse le champagne, il casse les verres, il casse tout ce qu'il y a. Mais c'est plus de la maladresse que vraiment, enfin, je pense, de la maladresse que autre chose. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Je donne le bénéfice du doute. Oui, j'aurais pas le faire chier là-dessus, en tout cas. Voilà. On sent bien l'éléphant dans un magasin de porcelaine, et que donc fatalement c'est assez compliqué pour se déplacer quand on fait 140 kilos et avec des épaules de pareil, quoi. Donc on n'en voudra pas à
la bête, je vous rassure. Allez, on continue avec la première opposition de la soirée, puisque c'est tout simplement Shinsuke Nakamura qui bosse. En ce moment, il bosse. Il est là tous les vendredis, il fait des matchs, il est avec son poteau Rick Boogs. Là, il affronte, comme ils ont défié les Usos pour le titre, il y a un single match ce soir entre Shinsuke Nakamura et Jimmy Uso. Un single match qui va durer pas loin de 9 minutes, quoi. Et alors toujours avec la sacro-sainte entrée de Rick Boogs à la guitare pour remettre le show à la salle, et ça marche plutôt pas mal dans un premier temps avec le public de New York. Shinsuke est bien chaud, Jimmy Uso également, et du coup ça va s'envoyer pour un match finalement plutôt pas mal. J'avais presque envie de me dire, mais quel dommage, on a un single match alors qu'on pourrait peut-être avoir un triple threat ou un fatal four way en ajoutant deux équipes, et on aurait pu construire ça jusqu'à WrestleMania, mais voilà, ça ce sont mes rêves habituels et ça a pas marché. Finalement, Rick Boogs évidemment va intervenir dans l'affaire, le frangin Uso aussi, ça pouvait pas se passer comme ça. Interférence à gogo pendant ce match, et au bout du bout, et écoutez, vers la toute fin, c'est Rick Boogs qui va coller Jey Uso à terre à l'extérieur du ring. Shinsuke Nakamura va en profiter pour mettre à son tour Jimmy Uso à terre et enchaîner avec le Kinshasa pour le compte de 3. Victoire de Shinsuke Nakamura dans cette ouverture catchesque de ce SmackDown, mon Géliel. Oui, alors je pense que les lettres de doléances qu'on avait envoyées à Vince McMahon depuis des mois sur le fait que Shinsuke Nakamura était quand même devenu une espèce de grosse feignasse, ils ont dû en recevoir et en lire quelques-unes, parce qu'effectivement Nakamura est revenu avec de meilleures intentions ces derniers temps. J'arrive pas à être complètement convaincu. J'arrive pas à être non plus complètement convaincu par cette rivalité autour de la ceinture tag team. J'aurais vu d'autres teams opposés aux autres, très clairement. Surtout sur un moment où Books commençait à prendre un peu le lead sur un run un peu solo. Donc je sais pas, enfin voilà, je suis pas forcément fan du truc. On verra ce que ça donne à WrestleMania. Le match en lui-même a pas été trop mauvais, hein, ça allait. Puis effectivement, comme tu l'as dit, il a duré. Alors ça va être quasiment un des plus longs du reste, puisqu'on en reparlera, mais il n'y a pas forcément eu énormément d'in-ring. Victoire de Nakamura pour le préparer avec la tag team sur WrestleMania. Ouais, je j'irai pas au-delà de voilà, pas plus que ça pour moi. Ouais, c'était pas fantastique. Ouais, moi c'est ce que je dis, Non, c'est que cette division tag team là, elle souffre d'une grande pauvreté, d'une grande absence d'équipe, quoi, et ça vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Et on va voir dans ce SmackDown que c'est pas terminé, quoi, parce que le traitement de la tag team va être un peu particulier dans cet épisode, je trouve. oui. Bon, on aura aussi un package vidéo sur Kevin Owens habillé en Steve Austin lors du dernier épisode de Raw, qui a fait un tabac, un méga buzz, mon Géliel, avec cette affaire. Ah, clairement, et puis en plus il l'a tellement bien fait, quoi, mais tellement bien fait, il s'est mis toute la salle à dos pendant le Raw. Je vous invite à aller effectivement écouter la review qu'on a pu faire du Raw cette semaine-là, pour mieux comprendre ce qui s'est passé entre Austin, pas Austin en l'occurrence, mais Kevin Owens, et ce qu'il a pu faire. C'était assez extraordinaire. Ouais. Il a mis un bon climax dans ce Monday Night Raw, avec un public mais tellement en folie, les deux moments où on retentit. C'est ça, il a double réfrigéré la salle deux ouais. fois. Puis en plus, il se fout d'eux. Enfin, c'est incroyable. Ah ouais, cette clim incroyable, quoi. Non mais Kevin Owens, de toute façon, au micro, c'est fantastique, quoi. Donc vraiment l'éclate, quoi. Donc c'était plutôt sympa de revoir ça vite fait. On verra un petit passage d'ailleurs avec Brock Lesnar en train toujours de continuer à manger et à un peu fracasser ce qui se passe autour de lui. On apprendra également que l'Undertaker va être intronisé Hall of Fame par Vince McMahon, et que Shad Gaspard surtout va se voir attribuer le Warrior Award à titre posthume. Qui avait sauvé la vie tout simplement de son fils, si je me souviens bien, d'une noyade, et mais lui avait pas pu en réchapper. Il y a eu une histoire assez terrible, quoi, avec Shad Gaspard. Donc je sais pas par qui il va être intronisé, ou alors intronisé, je sais pas si c'est vraiment le terme là. Mais en tout cas, un Warrior Award bien mérité, peut-être un peu tardif d'ailleurs, Gélia, je sais pas ce que t'en penses, mais
Ouais, c'est toujours un peu particulier ce genre de, enfin, ces awards pour ces raisons-là, quoi. Donc, j'ai du mal à me positionner là-dessus, quoi. Ça arrive, autant, voilà, profiter du fait qu'il va effectivement être Hall of Fame, voilà, sans plus. Ouais, ouais, ouais. On va continuer derrière. On aura en coulisses le bel homme, le Drew McIntyre, qui va expliquer à Kayla Braxton que dorénavant son match contre Happy Corbin, c'est une affaire personnelle. Il préfère attendre WrestleMania pour s'occuper du cas Corbin, quoi. Mais derrière, alors là, on va avoir une énorme vidéo sur Happy Corbin. euh, Sa vie, son œuvre. ah ouais, c'est sa vie, son œuvre. Alors là, écoutez, ça va durer plusieurs longues minutes où on a vraiment à tout. D'ailleurs, même Matt Capos va tenter une vanne aussi sur le titre du film sans réussir à faire mouche. Hein. Donc vraiment voilà, je sais pas ce que t'as pensé de ça. Alors, Drew McIntyre se fend en quatre hein, quand même hein, pour vendre cette rivalité avec Happy Corbin. Il fait ce qu'il peut. Mais la réalité est là, la hype d'ailleurs, même quand il commence à parler avec Kayla Braxton, etc., la réaction du public est très pauvre, alors qu'il est quand même l'un des babyface les plus over à la WWE. Donc ça en dit quand même, je trouve, assez long sur la faiblesse de cette rivalité, mon Géliel. Clairement, en fait, je crois qu'elle intéresse pas grand monde, pour être clair. Alors, effectivement, on a un paquet de vidéos de 25 minutes, enfin, ressenti, Oh hein, là là. sur Baron Corbin avec quand il devient Happy Corbin, etc., etc. Ouais, moi j'ai pas envie de le voir en fait. J'ai pas envie de le voir. Donc ça me dit pas. Je pense que enfin, ce que je ressens, c'est que le problème vient du fait qu'on a quand même un main eventer confirmé, détenteur de ceinture, qui a eu des règnes en tant que champion, versus un Baron Corbin qui, voilà, est plutôt du mid-carder assez à temps perdu. Donc voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Pour moi, ça marche pas et du coup, bah, ça intéresse pas. Donc, on peut pas réfuter à Drew McIntyre le taf qu'il fait pour rendre le truc intéressant. Je te rejoins, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais par contre, ça marche pas. Et puis, bah, surtout, il y a pas encore de catch, quoi. Du coup, on en parlera. Enfin, moi, j'en parlerai à la fin, mais voilà, il y a pas de catch, toujours pas de catch. Donc, voilà, je suis pas hypé et ça m'intéresse pas beaucoup pour ça. Ouais, par contre, moi, j'étais beaucoup intéressé, c'était par le blouson de Drew McIntyre pendant sa promo. Je crois qu'il avait un blouson terrible, là, avec cette espèce d'écusson à Scottish Warrior et tout, j'ai trouvé qu'il déchirait son blouson. Mais, sorti de ça, ouais, c'est super pauvre. Enfin, moi C'est non un plus, signe, hein, ceci dit. Hein. j'arrive, ouais, C'est j'arrive. un signe, hein, quand tu retiens le blouson plutôt que la Ouais, promo ou ouais, ouais, quoi. ouais, ouais. C'est vrai que ça m'intéresse pas parce que je suis pas un fan de Baron Corbin et que je pense que les deux se font chier à essayer de la vendre cette rivalité quoi. Ça là-dessus, même à Boulot. Corbin de toute façon, je leur jette pas la pierre là-dessus quoi. Mais c'est WrestleMania, là c'est de la rivalité de mid-card, c'est un match qui pourra avoir lieu à Monday Night Raw ou à SmackDown, ça suffirait bien quoi, tu vois quoi. Donc Ouais. moi je suis assez atterré et on va en parler par la suite parce que c'est pas terminé. Donc quand je vois cette rivalité là comme ça et voir ce qui va se passer par la suite, je pense que je vais continuer à pas être content. Alors, les amis, qu'est-ce qui va se passer derrière? On va avoir un match annoncé puisqu'on va avoir Ridge Holland qui est annoncé à nouveau dans le ring. On pense ça va être une redite comme la semaine passée face à Kofi Kingston, mais pas du tout. Alors Ridge Holland toujours accompagné de Sheamus et de Butch. Et bah, c'est le retour du roi Woods, c'est le retour de Xavier Woods, c'est le retour du King, et ça fait bien plaisir. Là, le public, il est chaud bouillant, le public de New York, il est bien content de revoir le King Woods. Kofi aussi, enfin bref, là, il y a belle ambiance, ma foi, il y a bel esprit dans ce retour, et on se dit, ah, ça va être sympa, ils sont là, ils sont en tag team, ils sont chauds. Et ben non, ça va pas du tout être ça, puisque le match va durer 46 secondes. Ah et Xavier Woods va réussir à placer, devinez quoi les amis, Pablo le catch-up, un magnifique roll-up sur Ridge Holland pour le compte de 3. Et ainsi s'achèvera ce match. Franchement, Géliel, non, mais non, le King Woods, ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu là il fallait pas nous donner quelque chose d'un peu plus conséquent à se mettre sous la dent. Bah si, surtout que vu la pop qu'il fait en rentrant, tout le monde était content de le voir. Il y a un truc qui se construit avec les trois affreux européens très énervés contre Flûte
Kingston, Oui, Kofi Kingston. déjà. Déjà, et puis il annonce lui-même l'arrivée de Xavier Woods, King Woods. Ça marche super bien. Tout le monde est très énervé. Alors au final, hein, il y a 40 secondes de match, il y a à peu près 5 minutes de présentation, préparation, énervement. Butch qui est, je sais pas, il a aucune interaction. Il est retenu par la ceinture pendant 4 minutes par Sheamus. C'est pareil. Enfin, faut arrêter. Hein. Enfin, je suis hyper déçu parce qu'il y avait quand même moyen avec des vrais bons catcheurs de faire quelque chose de sympa en dehors de Ridge Holland qui a encore à mon avis des choses à prouver, mais avec Xavier Woods, avec Kofi Kingston, avec Sheamus, même Butch Pete Dunne qui peut être sympa. On a 40 secondes et puis ça se termine comme la semaine dernière avec Sheamus qui retient tout le monde parce qu'ils sont super énervés, ils se sont fait eu, etc., etc. Eh ben, battez-vous plutôt que de faire les énervés retenus par la ceinture, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça. J'ai pas compris ce que ça construisait en plus, donc j'ai vraiment pas adoré, quoi. Et surtout 40 secondes, quoi. 40 secondes, quoi. Et Affreux. moi, je cherche même pas à trouver de la construction là-dedans, puisque de toute façon, en fait, s'il passe rien, ça a été tellement vite que tu as eu à peine le temps de baisser les yeux et relever les yeux que le match est terminé, qu'il s'est rien passé, que comme tu le dis, alors là, ouais, moi aussi, alors là, c'est un truc là avec Butch, là, il va falloir qu'ils arrêtent le fait de le retenir comme ça, tu vois, sans arrêt, pendant, enfin, ça n'a aucune crédibilité, Ouais, c'est enfin, ça. bref, Ridicule. ouais, enfin, tout ça, ça sert à rien, et c'était finalement juste histoire de dire, regardez, Xavier Woods, ça y est, il est plus blessé. Coucou. Ok, c'est l'info concernant les New Day. Bon bah voilà, bon, on la prend telle quelle et puis voilà quoi. Mais vraiment zéro intérêt encore une fois. Et puis ce truc là aussi, alors c'est Papy qui l'avait exprimé, je trouvais ça très bien, cette espèce de mur invisible là, qui est sur le ring, entre ce qui est in-ring et puis ce qui est en dehors du ring. On sent qu'ils peuvent pas aller, ils peuvent pas descendre pour aller se foutre sur la tronche, sur le titantron ou sur la rampe. Il y a une espèce de mur invisible là, ils peuvent pas passer. C'est complètement ridicule quoi. Ça marche pas, c'est pareil, personne n'y croit à aucun moment quoi. Mais ouais. Donc voilà, Donc déçu, voilà, vraiment déçu. ça ne marche pas. Ah, Ah. Derrière, on aura toujours, comme on a en fil rouge, on aura cette fois Roman Reigns et Paul Heyman qui seront dans une limousine ou une berline ou je ne sais quoi, en train de promettre monts et merveilles à Brock Lesnar, en lui rappeler encore une fois le Madison Square Garden, ça les a marqués, hein, ce qui s'est passé au Madison Square Garden, quoi. Et il trouve que c'est compliqué quoi parce que Brock Lesnar il veut pas reconnaître acknowledge le champion universel quoi. Et donc il va se diriger tout simplement vers les lieux du crime à New York, où il va faire saigner Brock Lesnar, et donc a intérêt à sortir très vite de son vestiaire. Bon, là on sait à ce moment-là, Géliel, à ce moment-là du show, que quand Roman Reigns va débarquer dans l'arena, on a possible grosse confrontation qui va arriver là quand même. ah oui, 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 ça c'est sûr. Mais, mais ils se touchent pas quoi. Non, il se Ils... touche pas, ouais. Eh ouais, il se touche pas, ouais. C'est ça le truc, quoi. Mais alors avec eux on fait monter la sauce hein. Ouais, vraiment on sent d'ailleurs que la WWE en fait Ah bah, elle met tous ses œufs dans le même panier hein, c'est ça hein. Elle bosse à mort sur sa rivalité du main event et vraiment à fond quoi hein. Donc il faut en mettre à toutes les sauces quoi. il y a eu 4-5 interventions en fil rouge. Pour un total de quoi, je sais pas si on a eu ou si t'as réussi à trouver, mais il y a facile 20-25 minutes Ouais c'est ça ouais. où ils s'énervent entre eux là, mais il y en a pas un enfin ils se touchent pas quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça sera ça en fait tout au long de cet épisode. Et puis voilà, on retourne quand même un peu sur le ring où on a Ronda Rousey qui est là pour taper une promo pour menacer Charlotte Flair de lui reprendre la ceinture, qui va elle-même prendre un micro et qui va dire qu'elle va pas prendre la ceinture de Charlotte, pardon, excusez-moi quoi. Ça reste alors. Ronda Rousey, c'est bizarre. Alors, tiens, moi c'est une question que j'ai à poser plus que à commenter autre chose. Je sais pas ce que t'en penses, Génial, mais quel est l'intérêt là de faire travailler comme ça une Ronda Rousey dont on sait que la promo c'est pas le fort? Pourquoi on se contente pas de faire quelques petits matchs, tu vas lui donner un peu d'opposition, histoire de la chauffer là, nous donner du catch un peu avec elle là. Bah peut-être parce qu'elle est pas complètement en forme quoi. Ah, Je sais mais pas. là, j'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on dit ça quoi. Bah, c'est ce que je disais effectivement précédemment quoi. Où est-ce qu'elle en est elle physiquement par rapport à tout ça. Je sais pas.
Mais en tout Ouais, cas, je sais c'est pas. très dommage, quoi, parce qu'on retrouve le même problème qu'avec comment ça s'appelle avec Roman Reigns sur l'épisode de cette semaine là où globalement ça se touche pas quoi. Voilà, ils Ouais, se touchent ouais, pas. ouais. Non, parce qu'en fait, c'est encore le scénario classique. C'est la babyface qui est dans le ring avec le micro, qui va s'adresser à la heel qui, elle, est derrière par satellite. Ouais, ouais, ouais. Dans un studio à 50 mètres de là et on se répond comme ça et comme tu dis ça se touche pas quoi donc effectivement il va rien se passer. Alors suite au tabassage en règle qu'avait subi Ronda Rousey la semaine dernière ils se sont peut-être dit que on va peut-être pas faire 2 tabassages consécutifs, tu vois, ça peut sentir un truc comme Ah, ça la quoi. corde avait été un peu usée quoi, on va dire Voilà, surtout. Hein. mais dans ces cas-là, moi je dis un truc simple, c'est donnez-nous du catch, donnez-nous 3-4 minutes de Ronda Rousey avec une mid-cardeuse random, voilà pour faire un peu monter la mayonnaise et puis pour faire chauffer quoi. Tu vois, j'ai vu des images de Shayna Baszler et de Ronda Rousey à l'entraînement et tout ça cette semaine. Je me dis bah quand je vois ça, bah voilà, moi j'aimerais bien l'avoir à l'œuvre dans un SmackDown en weekly d'ici Ouais. le gros match à WrestleMania. Ben non, 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 on préfère continuer à s'entêter, à vouloir mettre des promos, etc. Alors où Charlotte va toujours s'en sortir, elle de toute façon quoi qu'il en soit, parce que Charlotte elle s'en fout un peu, c'est le business as usual. Mais pour Ronda, c'est pour moi pas la meilleure manière de Mais la mettre en avant, tu vois. bah, surtout que c'est pas le dernier SmackDown, c'est En pas le plus, Go Home c'est Show. Donc l'avant-dernier. que sur le dernier on évite parce que on voudrait pas la blessure la veille du truc etc. Ok, on peut dire que c'est facile, mais ça peut s'entendre. Mais une semaine avant, enfin, il faut qu'il y ait de la bataille, qu'il y ait du sang qui coule et compagnie, quoi, en l'occurrence, pour faire monter la hype. Et effectivement, en arrosé, enfin, les promos, c'est quand même pas ça. Donc autant qu'elle casse effectivement les gueules un peu à tout le monde. Il y avait il y avait Sonia Deville qui était disponible qui était dans le truc. Elle s'était un peu affrontée. Elle pouvait tout à fait, si Flair voulait pas y aller, servir un peu de punching ball. Bah non, il se passe rien et puis on a de la vidéo en interaction avec écran, etc. Sans interaction avec écran, voilà. Non, vraiment, c'est pareil quoi. Je comprends pas ce qu'ils font là. Je comprends pas ce qu'ils font. On sent que c'est pour faire monter la hype, mais c'est quand ça bataille que ça monte. C'est pas en s'insultant gentiment à travers écran interposé quoi. Je vois Ouais, tout pas. à fait. Ouais, donc voilà, donc on est encore plein d'interrogations avec cette rivalité, surtout avec cette manière de la mener. Donc j'ai presque envie de dire, bah vivement WrestleMania qui approche là, c'est dans 8 jours, hein, mes Ouais. amis, hein, c'est dans une semaine. Donc on va être vite réglé, sachant que le SmackDown, le Go Home Show va être un SmackDown spécial, un WrestleMania SmackDown spécial. Donc, mais on va en reparler. En attendant, on retourne un petit peu hein, au catch, hein, puisqu'on a notre champion intercontinental, en l'occurrence Ricochet, qui va affronter Angel pour dans les fameux matchs de title contenders match. Un match qui va être très rapide puisque Angel il est accompagné d'Umberto, Ricochet est seul et grâce à une distraction de Umberto après 2 minutes de match, Angel va réussir un roll-up sur Ricochet pour le compte de 3. Alors après le match, Ricochet il est pas du tout content de cette affaire et de cette arnaque, donc il explique à Umberto qu'il a qu'à venir tout de suite pour qu'on s'y remette et ne me demandez pas pourquoi et ne me demandez pas de vous l'expliquer pourquoi, mais du coup, la WWE décrète que Humberto a le droit lui aussi à un contenders match face à Ricochet. Alors là, on va avoir droit à un peu plus de catch, puisque là, on va avoir droit à 7 minutes de combat entre les deux hommes. Ça va être un peu plus sympa, un peu plus enlevé, même si Angel va toujours être dans le coin, va toujours rôder pour mettre la pression à Ricochet. Ricochet nous gratifiera d'un crossbody monumental du haut de la troisième corde en extérieur ringside. Mais finalement, comme à l'image du premier match, eh ben Angel va retenir la jambe de Ricochet pour l'empêcher de remonter sur le ring après justement quelques cascades et Ricochet va perdre via décompte de l'arbitre, count out. Victoire de Humberto, donc du coup ça nous fait victoire de Angel, victoire de Humberto, et que se passe-t-il les amis? Eh bien écoutez, c'est le booking le plus fantastique de l'histoire, puisque tout simplement on annonce que Ricochet défendra son titre intercontinental SmackDown la semaine prochaine, et ne sera pas sur la carte de WrestleMania, et il affrontera tout simplement qui? Eh ben Humberto et Angel. Donc, Géliel, eh bien écoute, je ne te cacherai pas le ravissement qu'a été pour moi tout ce segment. Ah, je t'ai perdu.
Eh oui, pardon, micro coupé, désolé. Je disais le mien aussi de ravissement, grand fan de Ricochet devant l'éternel de mon côté et de constater ce genre de truc terrible, pas d'autre mot quoi. On savait pas trop à quelle sauce il allait être mangé, on savait pas trop quel type d'opposition il pouvait avoir. Ouais. Et du coup, voilà, on a droit à ça. Ça n'existe pas en fait. C'est pas construit, pas rien du tout quoi. Hyper déçu Enfin, j'espère que ce sera pas la fin du run de Ricochet en tout cas. Ça c'est vraiment la chose que je voudrais pas voir en tout cas. Et alors après, ça peut faire un match handicap. On sait tous à quel point ils sont super bien gérés à la WWE, donc je sais pas. Ou alors ça peut peut-être mettre en. Il y a aussi un angle à trouver sur le fait qu'ils vont s'opposer les deux, puisqu'à un moment, s'ils doivent être champions, ils vont peut-être se battre entre eux. En tout cas, voilà, je suis déçu pour Ricochet. J'aurais vraiment aimé une feud traditionnelle avec un vrai adversaire. Parce que comme tu le dis là sur le moonsault là qui fait où il est à 250 mètres au-dessus du sol là, il prouve encore que franchement et puis il embarque le public à tous les coups quoi. Donc ça marche. Donc de mon point de vue, il mérite mieux, mais on va voir ce que ça donne. On va voir. Bon, bah, tu te doutes bien que moi, me concernant, avec Ricky la belle vie, il y a pas de problème, bien sûr, qui mérite largement mieux. Moi, je ne comprends pas hein, le traitement du titre intercontinental, parce que là, pour moi, là, ça va au-delà de Ricochet, quoi. Hein. Là, c'est vraiment la stat terrible, par exemple, c'est que le titre intercontinental n'a pas été défendu en pay-per-view depuis WrestleMania de l'année dernière. Il n'aura pas eu droit à un seul match en pay-per-view depuis un an. Et du coup, et bah là, il aura même pas le droit à WrestleMania, quoi. Il sera à SmackDown dans le Go Home Show, quoi. Et on donne quoi à Ricochet? Ça fait que 2, 3 semaines peut-être qu'il est champion intercontinental, et on lui donne cette rivalité moisie avec une tag team, nom d'un chien, quoi. C'est une tag team, les Los Lotarios. Ils auraient dû être dans un triple menace ou dans un fatal four-way du côté de la tag team division et pas impliqués dans l'intercontinental picture. Je trouve que tout ça n'a aucun sens. Et puis moi, je suis, voilà, je trouve que le traitement des titres secondaires, parce que je vais annoncer tout de suite comme ça en même temps, l'autre chose fantastique, c'est que là, André the Giant Battle Royale a été annoncé, donc pareil pour le WrestleMania SmackDown, le donc Go Home Show. Et qui voit-on en tête d'affiche de la André the Giant Battle Royale? Eh ben Finn Balor, le champion US, quoi. Allez hop, les titres secondaires, et bah, ou les titres intermédiaires, parce que j'aime pas trop le terme secondaire. Les titres intermédiaires de la WWE bah, sont passés à la trappe. Alors moi, on me dira tout ce qu'on veut. Hein. Oui, mais tu comprends, c'est SmackDown, le SmackDown de la veille, dorénavant, c'est devenu un WrestleMania, machin, etc. Ouais, ok, si vous voulez, quoi. Mais en tout cas, le titre US et le titre intercontinental non seulement est réduit à l'état du Go Home Show, mais en plus à qui on donne même pas de rivalité suffisante ou adéquate ou peut-être même qui servirait un peu à faire remonter le prestige de ces deux titres. Carrément, le champion US, lui, il a même pas carrément de rivalité. Et le titre ici, on n'a pas été foutu de trouver autre chose qu'une tag team de heel qui a pas fait grand-chose de l'année, en toute honnêteté. Donc vraiment, je suis très déçu. Et pour moi d'ailleurs, les Los Lotarios, je le dis tout de suite, ils vont certainement vivre le syndrome de Primo et Epico. et ils vont être repackagés après les El Matadores, hein, ça sera je ne sais quoi, mais ça sent pas bon pour eux à mon avis. Et comme tu l'as dit, je terminerai là-dessus. Je suis totalement d'accord avec toi sur un point, c'est que si jamais Ricochet perd cette rivalité et perd le titre face aux Los Lotarios, bah ça sera just a shame quoi. C'est voilà, si c'est pour lui avoir donné le titre pour en faire ça par la suite, bah c'était même pas la peine de le donner au départ. Et je suis d'accord et Ah, je suis pas content. ah mais moi non plus et en plus, enfin tu vois, je me posais la question de savoir est-ce que la WWE sait encore gérer les catcheurs qui font pas 2,50 m et 350 kilos quoi. En termes de feu, en termes d'histoire, en termes de etc etc. Typiquement là, on a que ce soit côté US ou côté IC, on a deux catcheurs qui sont plutôt de style high flyer confirmé, dépositaires de l'esprit, on va dire luchador côté Ricochet. Et puis on a quand même un petit format également côté Finn Balor. Et on voit que les deux n'ont absolument aucune histoire, n'ont rien, ne disposent d'aucun
push véritable. Alors ils ont eu la ceinture, mais en soi c'est que le début en fait. Hein. C'est quand la ceinture vient en confirmation d'une extraordinaire feud, etc., etc. Ça peut être quelque chose, mais là il n'y a pas eu. Donc c'est juste le début de l'histoire qui se raconte et ils ne racontent rien. Ils ne racontent absolument rien. Et on sait, ils savent pas à qui les opposer. Ils savent pas comment construire l'histoire derrière pour que ce soit intéressant. Et ce que je trouve symptomatique, c'est que vu que ce sont deux styles de catcheurs qui sont assez proches, je me pose vraiment la question de savoir si ils ont envie ou s'ils savent gérer des catcheurs en dehors des formats bestiaux qu'ils ont l'habitude de mettre en avant. Voilà. Et ça m'attriste beaucoup parce que les deux j'aime beaucoup. Ouais, moi, je suis assez sidéré parce que dans les fédérations autres que WWE, les titres intermédiaires sont absolument pas traités de cette façon-là et moi, vraiment, alors là, je n'en reviens pas. Hein. Avec le passé qu'ont ces deux titres et pour moi, l'Intercontinental qui est quand même quasiment un titre mythique, quoi. Relégué comme ça au rebut, hein. Je suis vraiment, pour moi, c'est un scandale ce qui se passe avec l'Intercontinental, quoi, tout simplement. Un scandale. Je suis scandalisé. C'est pas possible. C'est pas possible. Tiens, on parle de champion intercontinental. On aura eu un backstage avec le former champion intercontinental Sami Zayn qui nous promet, hein, qu'il va punir Knoxville comme jamais auparavant. C'est arrivé sur un ring de la WWE. Et on n'en doute pas. On aura eu droit aussi dans les autres matchs annexes de ce WrestleMania, parce que moi, c'est un peu comme ça que je le prends. Austin Theory qui va coller une claque à Pat McAfee et puis qui va s'enfermer dans le bureau de Vince McMahon, quoi. Alors là, alors qu'est-ce que c'était pauvre, mais alors on n'est pas content, mes amis. Géliel, non mais ça, c'était quoi cette histoire là? Ah là là là. Non, vraiment, en plus la petite tarte, il se barre en courant. Enfin, qu'est-ce que c'est? Oh là là Ouais, là. non mais ouais, on est trop vieux pour ces conneries ou c'est quoi Je ne le sais truc pas. quoi là? Je ne sais pas. Non, mais effectivement, il faudrait savoir si ça intéresse. Hein. Je suis vraiment, vraiment, je sais pas. Interrogé par le fait que est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un quoi la petite tartounette en plus enfin autant il y avait eu des belles tartes qui avaient fait sauter les micros les semaines précédentes là c'est comme la troisième hein, donc ça le comique de répétition peut voir aussi ses limites autant là c'était puis après il se barre en courant quoi Austin Theory qui se barre en courant oh là là Et puis après, qui va se planquer et puis le Pat, une fois qu'il se retrouve devant la porte avec la petite plaque Vince McMahon, il est complètement tétanisé devant la porte, quoi. Tu sais quoi. C'est ouais l'effet d'un bureau qui est quand même assez incroyable, quoi. Enfin, je te jure. Bon, allez, on continue. Tiens, on va rejoindre un peu quelques femmes, quoi. Hein, ça va un peu nous changer, parce qu'il y a quand même un petit effort de fait, puisqu'on a un Fatal 4-Way là, en prévision, un peu en preview de ce qui va se passer à WrestleMania, puisque pour le titre par équipe, il y aura Sasha Banks, Naomi versus Rhea Ripley, Liv Morgan versus Zelina, Carmella versus Shayna, Natalia. Donc ça, je trouve qu'il y a relativement de l'effort. Je trouve que là, d'ailleurs, la Tag Team Division féminine est vachement plus alléchante que la Tag Team Division masculine à SmackDown, même si elle couvre les deux shows. C'est l'avantage qu'elle a peut-être d'ailleurs cette tag team division féminine. Et du coup, on va avoir un match entre Sasha qui va affronter Rhea, qui va affronter Zelina, qui va affronter Shayna. Et on va avoir pour le coup quasiment un bon vrai match de catch, puisqu'on va avoir droit à 9 minutes de match entre ces quatre demoiselles. Alors évidemment, il y a les copines qui sont là, hein, qui sont ringside et tout ça. Donc ça va mettre le dawa tout au long du combat, quoi. On va se rendre compte aussi que ça va réveiller un peu le public ce match. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, hein, en particulier Sasha et Rhea qui vont avoir une grosse période, là, une grosse passe entre elles deux, que Sasha d'ailleurs va régler tranquille à coup de, je sais pas comment elle fait son truc là-dessus, elle monte sur la corde là et en fait elle va foirer sur un drag mais elle va se récupérer et finalement réussir à le relancer. Ça va relancer le public, elle va se faire attaquer par Shayna qui va s'écraser contre Rhea et finalement double coup de genou pour les deux. Donc bonne domination de Sasha pendant toute la première partie du combat. Finalement, le tag va être réussi à passer. Rhea va aussi un peu devenir de plus en plus dominante, un peu nous rappeler un peu que c'est quand même un des gabarits exceptionnels de cette division féminine, quoi, et certainement pas utilisé à son goût. Zelina aura droit à un ou deux nearfall en profitant que les trois autres s'annihilent coup pour coup. Et puis finalement, ça va se terminer que Sasha va réussir à nous choper Zelina et Shayna Baszler dans un big statement de folie. Rhea Ripley va revenir pour coller un gros dropkick à Sasha Banks. Sasha Banks va se rattraquer avec Shayna, va la faire sortir. Zelina va vouloir faire la même chose, va tenter un roll-up. Bien sûr, Zelina va tenter un roll-up sur Sasha qui va être contré par Shayna qui va la sortir du ring. Finalement,
Après quelques bastons ringside, Zelina va réussir à remonter. Sacha qui l'attendait va la choper pour un back statement. Et dans ce back statement, cette fois, Zelina va pas pouvoir s'en remettre et va taper au bout de 9 minutes de match. Victoire de Sasha Banks. Et Sasha Banks et Naomi s'annoncent comme extrêmement dangereuses dans ce match par équipe de WrestleMania, mon Géliel, quand même. Moi j'aime bien. Moi j'ai bien aimé. Déjà je suis très hypé par le Fatal 4-Way sur les 4 tag teams là. Je trouve qu'ils ont tout est pas mal. Il y a peut-être un peu en moins sur la team Zelina, Natalia, un petit peu en dessous. Sinon le reste, il y a quand même de quoi se faire plaisir, je pense, avec les 3 autres tag teams. J'aime beaucoup et le match a été très sympa. Je trouve il a duré 9 minutes, ce qui est le minimum pour commencer à vraiment prendre du plaisir. Il y a eu des bons passages. Effectivement, Sasha Banks a eu quand même la main mise là sur la plupart du match. Ça s'est vu. Il y a eu d'autres moments où Rhea Ripley est revenue dessus. Alors, Queen Zelina, je la trouve quand même un peu légère, donc effectivement, elle a un passage où elle fait les 3 tombées là, mais voilà, c'est un peu plus léger. Sinon, non, vraiment, j'ai bien aimé. Il y a eu des passages hors ring avec des beaux moonsaults, avec des choses assez sympas, vraiment. Shayna Baszler, je pense ça pourrait aller un peu plus fort entre la rivalité avec Rhea Ripley. Je trouve qu'il y a quelque chose qui peut se construire entre les deux, où c'est les deux un peu plus costauds dans les 4 là. Donc ça pouvait être l'occasion de laisser un petit moment où elles pouvaient s'expliquer toutes les deux. Ça n'a pas été trop le cas, mais en tout cas c'était sympa. Et puis victoire de Banks à la fin qui finit finalement fort sur ce match. Très sympa. Et puis moi ça me confirme aussi que j'ai très hâte de voir ce Fatal 4-Way à WrestleMania. Voilà, bien aimé. Je suis complètement d'accord. J'ai plutôt bien apprécié. J'ai envie de te dire que 9 minutes de match dans un SmackDown, c'est un standard presque, quoi. Quand t'as le droit à 8-9 minutes de match dans un SmackDown, c'est déjà que t'as le droit à un gros match. Donc je trouve qu'il y a une belle exposition pour les femmes dans ce match-là. Moi, je l'ai trouvé bonne. J'ai trouvé que Zelina était très cohérente dans son catch, tu vois, puisqu'elle sait d'entrée elle est en infériorité physique face Ouais, aux ouais. adversaires du jour. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va tenter à chaque fois qu'il va y avoir un affaiblissement de l'une ou l'autre à venir pour soit coller un roll-up à droite à gauche. Quand elle va obtenir ses 3 near falls consécutifs, bah, c'est tout simplement parce que les autres se sont tabassés juste avant et qu'elle profite de la faiblesse de chacune. Donc, je trouve que c'est assez cohérent tout ça. Elle peut pas échapper au bank statement, ça c'est sûr. Mais comme on vient au bout de 9 minutes d'un bon combat, je trouve que ça a renforcé un peu l'aura en plus physique de Rhea Ripley dans ce match. Et du coup, on a eu un match de bonne qualité. Et finalement redis ce que je disais au départ, c'est que je trouve que moi aussi, ce Fatal 4-Way, il est carrément mieux construit que tout ce qu'on a vu dans la Tag Team Division masculine à SmackDown. Et que du coup, je suis largement plus hypé pour ce match féminin que pour le Uso Bucks Nakamura, par exemple. Et ou le Corbin, le Corbin Drew McIntyre, parce qu'on sait que le match avec Corbin et Drew McIntyre en plus va se transformer en une sorte de handicap match, puisqu'il va y avoir Madcap Moss qui va être là et on verra bien qui d'autre sera présent à ce moment-là. Donc écoute, c'était plutôt sympa et c'était pour moi, en tout cas, même si Ricochet fait des petits miracles dans le ring, mais avec cette rivalité moisie qu'on lui donne, mais pour moi, jusqu'après, en fait, ça aurait été parce que c'est le dernier segment catch vraiment entre les cordes de ce SmackDown, et ça a été tout simplement le meilleur moment de ce SmackDown, quoi. C'est ce que Donc, j'allais te dire. En plus, ouais. c'est le main event Catchest. Et c'est le main event catch X, exactement, puisque ce SmackDown, comme souvent, ne va pas se terminer de cette manière-là. Hein. On a enfin, ça y est, l'arrivée de la tête de la table, l'arrivée du chef tribal, l'arrivée du Big Dog. Il est là, il est là, il est là, il est là. Alors, tiens, j'ai oublié de donner, mais je crois que j'avais un line-up pour le Andre the Giant Battle Royale. Donc, évidemment, Finn Balor, mon Dieu, Finn Balor, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Akira Tozawa, Drew Gulak, Reggie, Aziz, Viking Raiders, Apollo Crews, Madcap Moss, Mansour, R-Truth, Shanky, Apollo Crews, je l'ai déjà dit, Damian Priest, Finn Balor, Robert Roode et Jinder Mahal. Et donc, dans le même SmackDown, on aura aussi Ricochet qui défendra le titre intercontinental contre Humberto et Angel. Alors, ça n'a pas été annoncé, bien sûr, comme un handicap match, c'est un triple threat match, hein, bien sûr. Le match entre Ricochet, Angel et Humberto. Allez, on revient. Juste Oui. une toute petite chose là par rapport au roster de la Battle de la André the Giant Battle Royale. Il y a, je trouve, enfin j'ai senti
en voyant l'affiche. Là, ça se voit qu'il y a eu quand même dernièrement pas mal de charrettes qui ont eu lieu à la WWE, parce que il y a des gars qui d'habitude, enfin, on arrive quand même sur le fond du fait tout pour mettre Akira Tozawa dans une Battle Royale, quoi. Lui qui était habitué au running, joking, funny wrestling. Là, quand même, quand on va chercher des types comme lui pour mettre dans un match, c'est que vraiment il y a plus rien, quoi. Et effectivement, il y a plus rien, hein, de toute façon derrière. Il y a quand même un mec qui manque dans cette Battle Royale, tu trouves pas là? Il n'y a pas un nom là qui te vient comme ça là? Il y aurait pas un certain Homos qui serait pas cité dans le line-up? C'est assez surprenant ça. Hein. Mais on l'attendait en plus on l'attendait effectivement pour cette seed Battle Royale, Bah il me ouais, semblait. et il est pas annoncé dans le line-up et en tout cas il est pas sur l'affiche qui a été donnée par SmackDown pour la semaine prochaine, donc c'est assez surprenant. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était les amis. Si pour notre André le Géant, son successeur aura lieu dans le pré-show du vendredi soir. Ouais, attention, hein. Ouh. Ouais, voilà, ça vous dit un peu l'enthousiasme général. Allez, on retourne sur la fin. Le champion universel Roman Reigns est avec Paul Heyman et il va monter sur le ring. Grosse entrée, comme d'habitude. Alors, c'est assez incroyable à l'entrée parce que en fait, il y a à la fois de la bronca, à la fois de la pop. On sent que le public vraiment, en particulier sur le début, à l'entrée avec la pyro et tout ça, il est vraiment, c'est vraiment la folie quand il rentre dans l'arène, quoi. Quand je pense qu'il vient à Paris, là, il vient à Paris le 30 avril, Roman Reigns, quoi. Ça va être quelque chose, ça. Moi, j'avais eu la chance de le voir en live en 2018. Donc, pour ceux qui auront l'occasion de le voir en 2022 en top heel, moi, je l'avais vu en top babyface. Mais à l'époque, j'étais quand même très très content de voir Roman Reigns en live. Ah ouais. Et c'était une époque où il y avait avec Bobby Lashley, avec Braun Strowman, et on avait eu un match assez bien sympa à Bercy à cette époque-là. Et donc voilà, donc Heyman remet le titre à Roman Reigns. Il va lever le bras en l'air, vous connaissez le truc. Pendant que la pyrotechnie s'éteint, Reigns rend le titre à Heyman. Et puis il va y avoir toute la présentation. McAfee et Cole, ils présentent le programme de WrestleMania. Reigns, il est au milieu du ring. Il va à nouveau lever le titre en l'air. Il va demander à tout le monde de la knowledge. Comme d'hab. Comme à son habitude. Brooklyn, acknowledge him. Finalement, il va nous expliquer quoi? Les US quand même commencent à être maintenant plus fortes, quoi, parce que Reigns, une fois qu'il a demandé à reconnaître à tout le monde, il va recevoir une réaction quand même un peu plus mitigée, quoi. Il va demander à Heyman si Brock Lesnar est toujours dans son vestiaire. Heyman, en fait, il en sait rien du tout, quoi, mais il sait que bon, Lesnar est à Brooklyn quoi qu'il arrive, quoi. Donc et qu'il a un peu la trouille, notre ami Paul, quoi. Et finalement, Reigns lui dit à Heyman de pas avoir peur parce que c'est une mauvaise chose pour Lesnar. C'est pas eux qui craignent, c'est pour Brock que ça craint. Et Reigns, il dit que si Reigns est toujours dans son vestiaire, il va y revenir et il va fracasser la tête de Brock à travers le mur. Sur le grand écran, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fameuse loge VIP complètement détruite. Les fans, ça chante Suplex City à fond, quoi. Donc du coup, Reigns, il va s'en prendre un peu à la foule, quoi. Il va dire que bon, puisque Lesnar, il est pas dans les vestiaires, il est où alors? Il est où, hein? Il est où le Brock? Et le Brock, il apparaît à nouveau sur le grand écran avec un grand pic de hache et il va commencer à fracasser les fenêtres du SUV de Reigns et de Heyman, tout en étant joyeusement mort de rire. Voilà, pour Reigns, ça prouve que Lesnar, il a peur de lui, hein. Il lui dit que, ouais, il le traite de mannequin, il lui dit que les armes seront pas autorisées à WrestleMania. Pendant ce temps, Lesnar, lui, continue, il va fracasser le capot du SUV à coups de hache. Après, il laisse tomber la hache, il va se diriger vers les coulisses. Alors là, du coup, Reigns, il est plus trop sûr de lui quand même, hein. Ça commence à devenir un peu inquiétant cette affaire. La musique de Lesnar va retentir dans l'arène, les fans sont en délire. Lesnar, il traverse la foule, la banane jusqu'aux oreilles. Reigns va le surveiller comme ça du coin de l'œil, il va se mettre au sommet de la table d'annonce. Et là-dessus, t'as toute la sécurité qui va débarquer, quoi. Mais alors là, Lesnar, il va faire un massacre. Il va s'emparer d'une chaise et il va frapper tout le monde. Il va fracasser tout le monde, quoi. En fait, tous les agents de sécurité qui vont passer à grands coups de chaise. Certains même qui va même aller pourchasser. Il y en a un qui essaye de se sauver vers la rampe. Il va même pas réussir parce que pendant ce temps, les Usos qui avaient rejoint Reigns sur le ring, finalement, ils décident de se retirer assez rapidement et assez discrètement presque, j'ai envie de dire. Et pendant que Lesnar est en train de les regarder sur le ring après avoir laissé pas mal de cadavres derrière lui, il va asséner des derniers coups de chaise à un autre agent de sécurité. Et puis finalement,
que ça va se terminer comment? Oui, ça va se terminer que Lesnar il est sur il brandit le titre de Monday Night Raw de WWE Champion avec une autre chaise et alors les fans ont l'air apparemment ravis. Reigns il va apparaître sur le grand écran vite fait et pour dire que Lesnar le reconnaîtra comme le champion universel incontesté de la WWE à WrestleMania. Et c'est assez bizarre parce que c'est la musique de Reigns qui va retentir quoi pendant qu'on a le graphique du match winner takes all. Et de l'autre côté on voit un autre plan avec Lesnar qui est en train de rigoler et de soulever le titre. Et c'est ainsi que s'achève ce Friday Night SmackDown. Donc écoute, on se demande ce qui va se passer franchement la semaine prochaine, au point où on en est là. Ouais, parce que là, c'était quand même clairement une attitude de Go Home Show, quoi, où il y a, on évite de se taper dessus. On a bien compris que c'était un peu dangereux, etc., mais que globalement, on s'évitait, quoi. Et s'il reste une semaine pour construire quelque chose, bah, ça va commencer à être Oh, un petit peu gênant, quoi. Je crois pas qu'il y ait besoin de construire quelque chose. Tu crois qu'il y a encore À besoin de construire, construire mais quelque non, chose? pas forcément construire, mais en tout cas, s'occuper au moins. Ils vont être obligés d'être présents vendredi prochain, donc ils ont déjà tout cassé. C'est pas vendredi prochain qu'ils vont faire un match entre eux, quoi. Non, c'est Donc sûr que enfin, c'est en tout pas. cas, Mais c'est-à-dire on est à l'apex de la rivalité. Maintenant, il faut conclure, quoi. Il faut le payoff, quoi. Sauf qu'il reste ouais, une semaine, quoi. ouais, Donc ouais, moi, voilà. tout ça, je l'aurais bien vu la semaine prochaine, plutôt. Bah, ça dépend parce que si tu veux, des fois la WWE, elle a l'air de terminer sur des trucs un peu mastoc. Et moi, je me rappelle par exemple de rivalité justement entre Brock Lesnar et l'Undertaker, par exemple, où Hmm. sur le Gom Show, les deux mecs s'étaient retrouvés à se confronter, pas du tout pour un match ou quoi que ce soit, etc. Et puis ça avait terminé en une espèce de bagarre générale Oh, ouais. immense. Je sais pas si tu te rappelles. Ça a d'abord commencé dans le ring. Après, on croit qu'on a réussi à les calmer. Et en fait, non, les mecs se remettent dessus dans le backstage, quoi. Et avec une énorme bagarre générale, etc. Tu vois, ça peut être un peu des trucs comme Bah, ça. ça Ça peut peut être être un ça, truc, ça pourrait être ça. Ouais, 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 ça ouais. pourrait être un truc assez sympa là-dessus, quoi. Et c'est vrai que bon bah ouais, on sent que là de toute façon on tire à la fin, que là ça y est quoi, il est temps que le choc ait lieu de toute façon. Donc écoute, pour voir ce SmackDown se terminer ainsi, c'est pas plus surprenant que ça, hein, c'est dans la continuité. On verra. Moi je suis curieux de voir comment effectivement ils utiliseront comment dire tout cet angle dans le dernier vendredi quoi, en sachant qu'ils ont Ouais, c'est ça. servi. Voilà, c'est ça qui risque d'être intéressant finalement. Quand on nous a tellement abreuvé avec cette rivalité que finalement c'est au moins intéressant de suivre jusqu'au bout du bout ce qui sera passé entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Eh ben écoute, mon beau Géliel, on est arrivé à la fin de ce SmackDown et c'est parfait parce que on arrive en plein top flop note et il me semble qu'on a rajouté de la gériatrie à la gériatrie puisque Oh. l'incontournable et l'indéboulonnable Papy vient de nous rejoindre. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, bonjour Géliel, ça va bien? Le mec bosse aux trois quarts temps ou Ouais, au bah c'est quart ça, non temps. mais franchement, les SmackDown, ça devrait toujours être comme ça, tu devrais arriver juste pour la fin, hein. Écoute, c'est parfait. Tu vas pouvoir comme ça en faire une analyse globale. On est exactement à la fin, on est exactement au top flop note. Donc bah écoute, c'est toi qui vas avoir la parole et qui va pouvoir nous donner ton top flop note et puis ton analyse globale de ce Friday Night SmackDown. Ouais, d'accord, là, comme ça, directement à froid, comme ça. Ah, surtout que c'est Géliel s'est barré en Ouais, je vois cassant la ça, poignée ouais. du studio là, donc Je pense euh, qu'il est vénère, à mon avis, que je sois arrivé. T'es là, Géliel? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais la gueule? J'ai un petit souci de casque. Je vous rejoins. J'arrive. Ça roule. Ah ouais, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ce SmackDown? Du coup, je vais regarder en vitesse les photos pour voir ce qui se passe. Donc, a priori, on avait commencé par la tag team, donc c'était sympa sans plus. Ensuite, on a eu quoi? On a eu Kofi et le retour de Xavier Woods avec le spoiler de l'annonceuse. C'est drôle, ça vous en avez parlé, j'espère, de ah l'annonceuse ouais. qui annonce accompagné par Xavier Woods alors qu'il était tout seul, Kofi. C'était bon ça. Que Kofi prend le micro. Ouais, j'ai omis de le souligner d'ailleurs. Et que Kofi essaie de rattraper le coup, mais du coup c'est foiré. Bah bravo les gars. Ensuite on a eu Charlotte, Ronda, ça tournicote. Ricochet était là. Tiens, Ricochet il est là. Et je sais plus qui catchait ce garçon. Et en plus il a deux adversaires. Ça va être bien ça pour le pré-show du Formidable. pré-show.
Dans le pré-show du pré-show, Ricochet. Je pense qu'on peut pas mieux le définir comme ça. Le Fatal 4-Way défi, c'était sympa, mais j'ai trouvé que ça n'a pas super bougé la foule. Et puis, le main event avec la deux grosses barbaques. Un SmackDown en fait finalement qui est un petit peu dans la lignée des précédents, j'ai envie de dire, avec alors il y avait cette fois-ci ils avaient quand même fait l'effort d'avoir un fil bleu avec Lesnar qui était là jusqu'à la fin du show, un petit effort noté. Par contre le reste c'était plutôt j'ai trouvé assez ronronnant. C'est pas tu vois c'est pas stupendous là comme ils nous le disent. Il y a les rivalités, il y a rien d'extraordinaire. Il y a aucune en fait rivalité qui est sortie du lot, j'ai trouvé. Si je devais donner un top flop note, le, le flop, à quoi je pourrais le donner? Peut-être à Charlotte Ronda parce que je trouve que c'est vraiment pauvre en fait. Et puis là, ils nous font un segment via Satellite à une semaine de WrestleMania. C'est pour une rivalité qui va être en main event, je trouve que c'est vraiment très 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 cheap en fait. Mon top, je vais être original. Je vais le donner à Nakamura qui est catché. Puisque comme c'est suffisamment rare pour être souligné, je ne sais pas la durée du match. Tu l'as dit le match? Ouais, 9 minutes. Le match, 9 minutes, voilà. ouais, 9 9 minutes minutes, ouais. 9 minutes de Nakamura qui catch, ça. Alors c'est pas top, mais au moins il y a eu un effort de fait. Donc pour le beau geste, je vais donner mon top à Statistiquement, Nakamura. c'est quand même 2020 plus 2021 cumulé. Hein. Donc Voilà, c'est pas donc mal. c'est ça. Il a fait autant de catch qu'en 2 ans. Donc là-dessus, enfin voilà, on critique assez quand le mec qui fait sa feignasse. On va le récompenser, voilà. Il faut pas non plus tout le temps donner des coups de bâton. Et ma note, alors il était meilleur que le SmackDown de la semaine d'avant. Néanmoins, je vais mettre la même note parce que on est censé approcher de Mania, donc j'espérais que ça monte un peu en puissance. Et puis en fait, ça continue à être assez pauvre, donc enfin assez moyen, assez neutre, voilà. Donc je vais donner un 2,75 parce que ça se reste regardable, quoi. Mais il est où le stupendous là? Ça manque de Mania cette affaire. Bon, écoute, Géliel, c'est à toi, c'est ton Euh, top flop note. Est-ce que tu as récupéré ton casque? oui, j'avais un petit souci. Moi, le top, je vais le donner au Fatal 4-Way, la moitié du Fatal 4-Way féminin, parce que le match a été très sympa. J'ai très envie de voir le Fatal 4-Way, le vrai, en tag team à WrestleMania. Ça s'est balancé dans tous les sens. Alors effectivement, en réécoutant et en réfléchissant à ce que tu as dit sur le fait que Queen Zelina était finalement cohérente avec son manque de puissance et qu'elle essayait de s'en sortir, c'était pas déconnant ce que tu as dit. Et je trouve que du coup, ça s'écrivait plutôt bien. De toute façon, il y aura Natalia après hein, pour pallier à tout ça. Donc voilà, moi ça va être mon top. J'ai passé un bon moment à regarder ça qui voltigeait dans tous les sens un peu. Mon flop ira au catch en fait, parce qu'il y en a eu très très peu. Et autant je suis parfois sensible, parfois pas sensible, autant là j'ai été extrêmement sensible au fait que on a vu du package vidéo dans tous les sens, quoi, et que, enfin, il y avait vraiment pas assez de catch. Le peu qu'il y a eu m'a pas forcément hyper emballé en plus. Les 37 secondes de flûte de King Woods, le match de Ricochet là qui est en deux fois, qui est pour finir en pré-show. Alors là je suis outré Enfin, évidemment. Et scandale! scandale. Oh Et non, même ça le match passe. de. Mais si, mais je savais Non. que t'allais dire ça à papy de toute façon, donc t'inquiète. Mais laisse, tonton, il connaît pas, il comprend Ouais, pas. ouais, non, je savais, je C'est pas de le savais. convaincre. Voilà. Et puis le match de Nakamura, ouais, trop tard. Voilà. Il m'a trop déçu, il m'a fait trop de peine Nakamura, c'est trop tard. Donc voilà, finalement, pas assez de catch. Donc c'est vraiment mon flop sur ce SmackDown. Et la note, bah, ce sera un timide 2,5. Parce que pour un pré-home show, go home show, je l'ai trouvé très très moyen, quoi. Et les rivalités principales qui se touchent pas, qui se voient pas, qui font, comme l'a dit Papy, du truc par satellite, là, c'est naze. Voilà, c'est naze. Voilà pour moi. Ouh, je suis bien d'accord. Moi, je vais même être encore plus sanglant, quoi. Parce que alors là, vraiment, ça fait plusieurs semaines là que je me plains déjà du manque de catch à SmackDown. Et là, ça devient de plus en plus prégnant, quoi. C'est sur 1h25 de show effectif, t'as entre 17 minutes et 25 minutes de catch, quoi.
Et alors mon flop, j'aurais pu le donner à beaucoup de choses. J'aurais pu le donner à l'affaire du titre intercontinental parce que moi je suis outré, oui c'est le mot, outré par ce qui se passe avec le titre intercontinental, mais je m'en suis déjà assez longuement expliqué tout à l'heure. Je vais le donner au retour de Xavier Woods parce que vraiment, mais alors il y avait moyen de faire un truc super et tout ça et nous proposer la bouillie qu'on nous a proposé avec, comme l'a justement rappelé Papy, en plus le spoil de l'annonceuse effectivement en entrée avec Kofi Kingston et tout ça. Enfin bref, tout ça c'était bâclé. J'avais l'impression que les mecs en avaient rien à foutre et qu'on se sont dit on pose ça là juste vite fait là parce que entre deux pauses commerciales, entre deux ventes de sneakers et de Coca-Cola, on a besoin de mettre un segment catch. Ah ouais, c'est du catch ça, d'accord, ok. Merci les amis quoi. Donc vraiment moi quand je regarde ce genre de segment, j'ai un peu la sensation qu'on se fout de ma gueule, mais alors que le pire, c'est que je suis content en fait de revoir le catcheur qui arrive. C'est ça que je trouve très triste, c'est que on est complètement frustré parce qu'on se dit mais merde, mais moi j'aime bien King Woods, pourquoi on lui file un truc aussi pérave là? Donc ah non, vraiment une catastrophe quoi. Mais pour moi ce SmackDown a été catastrophique quasiment tout du long. On est tenu en haleine que par le fil rouge et ce qui se passe dans la grosse rivalité quoi, la seule finalement qui importe véritablement les bookers. La tag team Division pour moi est ravagée quoi, c'est un champ de ruines côté masculin. Et comme toi, mon bon Géliel, mon tag team partner of the day, je vais aussi donner moi mon top au match. J'ai envie de donner un peu du top à un match de catch, quoi. Donc je vais le donner aux 4 filles, à Sacha, Rhea, Zelina et la Shayna, et voilà, qui au moins nous ont offert un spectacle un peu digne, mais même si avec un finish. Pas de roll-up, on a le droit à une soumission pour finir ce match. Et ça change, ça fait plutôt du bien. Et ben moi, écoute, avec toutes les mauvaises nouvelles, la chier de package vidéo, quasiment l'absence de catch pendant cet épisode, et puis tout ce qui s'est passé avec l'histoire du titre US, du titre intercontinental et tout ça, ben moi, ce SmackDown, je lui donnerais pas plus qu'un 2. Et puis j'ose espérer que la semaine prochaine sera beaucoup plus enthousiasmante. Voilà pour ce show. Ah bah écoute mon papy, au tout début de review, on parlait de votre review fleuve de cette semaine là parce que vous avez quand même sorti et pété un gros super catch-up de 2 heures là avec le patron et toi-même pour le SmackDown et l'Euro, et c'est surtout l'Euro qui nous intéresse en l'occurrence là, puisque c'est ce SmackDown est dans la continuité. Donc dis-nous 2 mots de ce Raw. Qu'as-tu pensé du Kevin Owens? J'ai pas encore eu l'occasion d'écouter l'émission en entier. Bah nous, Ken Owens, je pense qu'il a chopé un des tops. Alors je ne sais plus nous de les donner, mais on était d'accord là-dessus. Ken Owens, bah, il nous a fait la performance catchesque par excellence. En fait, c'est pour ça que je vous ai écouté dire ça manque de catch. Alors effectivement, ça manque de catch, mais je trouve que ce qui est gênant, c'est que ça manque de catch et d'autres choses dans SmackDown. C'est finalement, tu auras eu 15 minutes d'équivalent de Kevin Owens dans ce SmackDown, et bah, tu auras l'impression d'avoir passé un bien bon moment, même sans avoir d'opposition dans le ring en fait. Et là, ce qu'il a fait lundi, c'est monstrueux parce qu'il a géré la foule dans sa main sans aucun souci. Ils ont popé dans tous les sens. À chaque fois, dès qu'il y avait, ils se sont fait avoir dans tous les sens. À la fin, le coup de la De canette, c'était blague. le trait de génie. Ouais. Et puis voilà quoi. C'était parfait. Ce segment d'ouverture était parfait et c'est tout ce qui manque dans SmackDown, c'est qu'il a toute la moelle catchesque qui est présente dans ce segment. On dit Kevin Owens, mais au final, c'est aussi quelque part un peu une tradition à la WWE où c'est extrêmement fréquent finalement que d'autres catcheurs se soient grimés ou singés d'autres catcheurs, tu vois quoi. Je pense à The Miz qui s'était mis en The Rock, le Ziggler qui s'était déguisé en Undertaker, et puis si tu remontes plus loin, on avait même été jusqu'à, rappelez-vous, nous mettre des faux Diesel et Razor Ramon aussi quoi. Et Et des faux Hulk Hogan aussi avec oui. HBK Ouais. qui faisait ça Bah, aussi. Curtis Axel aussi, il a fait aussi le faux Hogan. Oui, exactement. Ouais, Curtis Axel avait fait. Donc ça, c'est un peu une tradition à WWE. Et quand elle est bien réalisée, bien faite, et avec un maître de la promo comme Kevin Owens, ah bah ouais, c'était que du bonheur ça. Mais tu vois aussi le déséquilibre dans SmackDown qu'il y a. Je vois la Tag Team Division à Raw et la Tag Team Division à SmackDown. J'ai pas l'impression de regarder la même fédé quasiment quoi. Bah, et après aussi, il y a aussi les choix aussi. Hein. Si à Raw, ils avaient choisi de mettre, alors je sais plus qui c'est qui a comme équipe Pérave, hein, qu'est-ce qui reste à Raw je sais plus. Voilà, mon exemple ne va pas parce qu'en fait, je me souviens plus des équipes de Raw. Et si tu avais pris une équipe, je sais pas, entre Ali et ben non, ils sont à SmackDown. Bah bref, n'importe qui.
Ah, si Shelton Benjamin et l'autre couillon de Cedric Alexander à Mania, ça aurait quand même moins de gueule que ce qui nous que des gars qui ont été boostés et bien le montré. Que là, le souci, c'est qu'en plus, les Usos, bah, ils font plus rien depuis qu'ils sont dans la route de Reigns. Et puis, Nakamura, c'est l'éloge du long catch, quoi. Donc, t'as pas envie de soutenir ces deux équipes-là. Donc, ça aurait été les Usos versus le New Day ou versus Sheamus et un de ces Anglais ou versus n'importe qui d'autre. Ça aurait été même plus sympa. Même Corbin et Madcap Moss, ça aurait été plus sympa que Nakamura et Eric Brooks, quoi. Ouais. Ouais, Euh, ouais, vas-y. si on va conclure là, je voudrais juste dire sur le truc qui, du coup, vu le niveau de ce SmackDown, sur vraiment le truc qui m'a le plus touché en fait pendant ce SmackDown, c'est quand même l'annonce de la retraite de Triple H. Donc Ah peut-être oui, qu'on fera un je t'avais gardé point pour la fin, ouais. spécial, ouais, on fera peut-être un point spécial, mais en tout cas, moi c'est un gros coup. C'est tout à fait légitime après son attaque cardiaque, après tout ce qu'il a eu et voilà. Et c'est normal, 52 ans, c'est pas déconnant. Mais quand même, entre il est jamais là, mais il peut être là. Et puis il est jamais là et puis il reviendra pas parce il s'arrête. C'est toute une nuance et surtout on sait dans le catch l'importance des retours des anciens, des légendes et compagnie. Et voilà, donc l'annonce de la retraite officielle in-ring de Triple H, c'est pour moi un vrai gros truc quoi, parce que c'est un gars que j'ai appris à apprécier vraiment sur la durée et voilà, que j'aime particulièrement dans son attitude, son investissement in-ring, hors-ring, dans les coulisses. En plus, ça a l'air quand même d'être, enfin, il y a peu de personnes qui disent que c'est un sale type, quoi. C'est vraiment le gars apprécié et qui a drivé pas mal de choses. Donc voilà, peut-être qu'on en fera un épisode spécial, comme on a pu le faire sur d'autres. Et en tout Un- cas, voilà, je vais quand même laisser un petit moment pour lui sur l'annonce qui a été faite pendant ce SmackDown. Bah, vous savez quoi, Peuple de Ketchup, notre archangéliel, il est tout chaud, tout prêt pour commencer à faire de la présentation, hein, parce que il m'a piqué le mot de la fin en fait. Dans mes notes en rouge, j'avais mis Triple H, fin de la review de SmackDown. Donc formidable le Géliel, superbe hommage. Moi je suis d'accord avec toi. En plus c'est un catcheur. Là c'est particulier parce que c'est un catcheur dont on aura vécu toute la carrière. Hein, et c'est un catcheur qui est arrivé aux alentours de 96, WCW, qui avait même eu une gimmick d'aristocrate français. Hein, il faut le rappeler quoi. Oui, c'est ça. Les jeunes ne le savent pas forcément quoi. Et il a commencé comme ça, champion intercontinental et pas un champion intercontinental de pacotille, mes amis. Et puis après il est quoi, 13 fois champion du monde, 14 fois champion du monde je crois. Et il a participé aux ERA, voilà, l'Attitude ERA, la Ruthless Aggression, derrière la PG ERA, fondateur de NXT avec Dustin Rhodes. Il a mis NXT quand même sur la carte du catch mondial, quoi. Ça, c'est un fait qu'on peut pas nier. Il s'en est éloigné. Mais je pense en fait, ça explique de plus en plus de choses, hein, ce qui est en train de se passer avec les problèmes de santé de Triple H. Je pense que le fait qu'il ait lâché NXT comme ça, etc., on le savait tout simplement pas, mais j'imagine qu'en coulisses, on devait savoir qu'il était malade et que là, il allait avoir il fallait prendre certaines dispositions, quoi. Mais comme tu l'as dit très bien, Géliel, oui, ce garçon, c'était quelque chose d'assez fantastique, quoi. Et dans le business. Je pense que s'il y a un gars qui est, comment dire, reconnu universellement par absolument tout le monde, c'est bien Triple H, quoi. Et c'est donc ça fera. Ça faisait déjà un moment qu'il avait pu catcher. Hein. Je sais plus c'est quand vos catch-up fact-checking. Je sais pas de Je quand vais te dire tout date de suite, hein, le tout dernier match, le le tout dernier match de Triple H à la WWE, mais ça fait déjà un c'était moment. je crois que c'était contre Randy Orton en 2019. Oui, c'est ça, Randy Orton, exact, ouais. Ouais, t'as Voilà. raison, ouais, c'est ça. Et ça, c'était pour son dernier match filmé. Il avait fait un match en 2020, je crois, au Japon, qui avait été pas filmé. Mais le dernier filmé, c'était contre Randy Orton en 2019. Un beau symbole qu'il ait fini contre Randy Orton. Alors c'est dommage, moi là où je te rejoins d'ailleurs, ce qui est dommage aussi c'est que j'espère qu'on va l'avoir, je pense que là c'est juste parce que c'est un peu trop tôt, mais j'espère qu'on aura droit à un truc un peu officiel, tu vois. On aura droit lors d'un Monday Night Raw, lors d'un vaisseau amiral ou lors d'un pay-per-view, je sais pas, à WrestleMania ou j'espère qu'on va avoir À un la truc Rome, hein. hommage. À Raw ou Là à pour le coup, WrestleMania, hein. vu ce qui se passe en ce moment avec Rollins, ça serait le moment de le sortir à Raw, hein. Qu'il aille à Raw puis qu'il se fasse péter la gueule par Rollins. C'est ça qu'il faut. Ouais.
En ouais. tout cas, entendre sa musique, voir son gimmick avec la flotte une dernière fois, quoi, parce que ça Ouais. aussi, hein, il y avait rien acheté hein, dans son truc, hein, donc. Ah ouais, quand tu sors d'un triple pontage en février, j'ai du mal à croire qu'en avril tu fasses un match de catch devant 80 000 spectateurs. Ouais, Je, je suis même pas sûr qu'effectivement le moindre curb stomp, même ultra light, soit autorisé, hein. Tu sais qu'il y a rien qui a filtré hein, sur lui. Hein. Il y a aucune image, il y a rien du tout. Il a juste accordé une interview, je sais plus à qui, Ouais, c'est ça. ESPN ou je sais pas quoi. Pour l'instant, tout est complètement verrouillé hein, du côté de la communication de la famille Triple H McMahon à ce niveau-là. Hein. Hmm. Santé avant tout. Mais bon, après moi c'est marrant parce qu'en fait je vais revenir sur un truc. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu un seul mot de sur lui. C'est vrai que c'était manifestement un gavia tout ça. Moi j'ai plutôt souvenir de Triple H qui était assez mal vu d'un point de vue humain, on va dire, pendant des années en fait, notamment parce que c'était le fils marié à la fille d'eux et qui s'est pas mal redoré finalement un peu le blason avec NXT. Alors d'un point de vue catchesque, il a toujours été ultra respecté par tous. Tu voyais tous les autres catcheurs disaient qu'en fait c'est un bonheur de bosser avec lui parce que c'était le pro ultime. Par contre, dans les coulisses, c'était déjà plutôt vu comme le mec qui manipule un peu pour bah, justement avoir la lumière, avoir à chaque fois le match le plus long à WrestleMania, Ouais, ouais. les ceintures, tout ça, et il était moins glamour qu'il peut être maintenant. Bah, d'une part, bah, maintenant avec sa retraite, hein, c'est comme la mort, c'est toujours bien quand tu t'arrêtes. Mais surtout grâce à NXT, je trouve que NXT ça lui a bien remis son image en valeur. Et les mecs là qui disent Triple H, si c'était lui à WWE, ça irait beaucoup mieux tout ça. C'est un peu les mêmes qui il y a 10 ans disaient Triple H s'il pouvait se barrer, ça serait quand même vachement mieux. Ouais, je suis Donc voilà, d'accord. Après, il y a eu. c'est toujours ça. Non, voilà, c'était juste pour Non, ça. mais Mais t'as après, raison. Après, moi je suis d'accord. Moi j'ai toujours bien aimé Triple H. Hein. Je trouve T'as, t'as, que t'as, t'as, franchement il a t'as- toujours bien fait le truc. Hein. T'as complètement raison. Il y a la part sombre du bonhomme. Là, on parlait un peu finalement les faits catchesques, tu vois. Mais je suis carrément d'accord avec toi. Il y a eu toute une période. Voilà, le catch c'est de la politique. La politique c'est du catch. Il a été largement actif dans tout ce qui est la politique au sein des backstage et tout ça. Et après, il y a eu. parce que faut pas oublier toute l'affaire quand il arrive au début avec le curtain call. Ce qui se passe aussi avec HBQ qui est un vrai connard dans les années 90, il faut dire les choses HBK. comme elles sont Ouais, quoi. Hein. ouais, ouais. Qui est un HBK ouais, pardon, qui est drogué, qui est tout ce que tu Ouais, c'est un veux. salopard. Hein. C'est un salopard absolu qui fait des coups de pute pas possibles aux autres catcheurs et tout ça. Donc c'est très compliqué. Et à partir du moment où HBK se blesse, Triple H ça se retrouve un peu seul en coulisses et rentre effectivement, comme tu l'as dit là, dans un espèce de truc de manigance un peu. Et ça va se passer mal avec plusieurs catcheurs. Et de toute façon, Triple H, je pense, les amis, il y aura droit à un comptoir du catch parce qu'il y en aurait des choses à raconter quoi. Ouais, et puis Et même des gars récents, hein, comme Punk, Kennedy aussi de mémoire, il avait dit en partant que c'était Triple H qui les fait partir. Donc voilà. Enfin bon. Bah, Ryback, bon, Ryback, il a craché sur à peu près tout le monde à la WWE, mais il a pas épargné Triple H non plus, quoi. Et après, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu l'époque China, puis après, effectivement, il s'est mis avec la famille McMahon, où du coup, il est un peu rentré peut-être dans le rang, effectivement. Mais voilà, il a eu pas mal de vie, et je pense que ça peut être. Enfin, voilà, t'as tout à fait raison de rappeler ça aussi, Papy, et ça peut être intéressant de repasser Ah oui, il peut-être y un a de quoi moment faire, je pense, avec lui. Hein. parti là, quoi. Ouais. c'est toute une carrière. C'est clair que il y a de quoi en raconter pendant un paquet de temps, quoi. Donc, écoutez, hein, s'il y a des amateurs pour un comptoir du catch, ça sera l'occasion. Et ce qui est drôle, en Voilà. fait, c'est qu'on parlait de lui avec le patron lors de notre review de Raw. Et d'ailleurs, si t'écouteras notre analyse, du coup, tonton, tu verras pourquoi je te disais peut-être le voir lundi avec avec Rollins, parce que clairement, on sent en regardant Raw qu'il manque on est au bord d'avoir un gros truc et qu'il en aura besoin d'un événement marquant. Alors du coup, je me dis peut-être que s'il faisait un chômage à Triple H, et puis alors peut-être pas qu'il lui fasse un son, mais peut-être qu'il vienne casser le décor ou arrêter la vidéo ou faire ci ou faire ça ou parler pendant l'hommage, l'interrompre dans son discours. Je pense que ça pourrait être la cerise sur le gâteau de ce qu'est en train de nous construire Seth Rollins. Ah ouais, enfin, moi, je t'avoue, alors là, que je serais vraiment extrêmement surpris. Ils réussiraient carrément leur coup, hein, parce que là, vraiment, Triple H qui débarque, soit au SmackDown en Go Home Show, soit à WrestleMania, soit à Raw, comme tu dis.
avec Rollins, ouais, effectivement, j'avais pas envisagé ça. Et ça me paraît tellement énorme que Ça n'est pas pour catcher, hein. Ah non, bien sûr, pour catcher ça, tu pourrais pas me faire avaler un truc pareil quand même. Non, je pense que sa retraite est légitime. Par contre, vu que c'est un pro jusqu'au bout, est-ce qu'il va pas l'utiliser pour justement booster encore un peu plus WrestleMania? Je trouverais pas ça déconnant, quoi. Après, il a dit qu'il restait et qu'il revenait en forme et qu'il restait complètement focus sur le boulot backstage, quoi. Et du coup, je pense que sous réserve de zéro interaction, il est encore capable d'amener des choses ou de worker ou d'amener des trucs pour amener un pay-per-view, amener un match, etc. quoi. Non, mais pour moi, il est totalement capable de prendre une reconversion à la William Regal, quoi, tout simplement, quoi. Tu vois, voilà, quoi. par exemple. William Regal, quand il a arrêté entre les interactions entre les cordes, mais il s'est complètement reconverti, tu vois. Et tu vois ce qu'il a fait à NXT, ce qu'il fait maintenant à Elite Wrestling. Là, en ce moment, il est manager d'une tag team, voilà, et ça colle parfaitement au personnage, tu vois, quoi. Tu perds Triple H, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un mec qui ne perdra jamais son aura, quoi. Même s'il catche plus. Tu vois, c'est le genre de type qui restera toujours avec une espèce d'aura énorme et qui devienne manager, qui gère un clan ou qui reste dans les coulisses à faire du booking. De toute façon, je pense qu'il est tellement établi que tous les rôles lui iront. Puis après, c'est pas fou d'être à la retraite entre les cordes. Je crois qu'il a 49 ans. Je crois qu'il a un an de moins que moi. Je crois. Ça Triple H. Non, 52 il a. Ah, il a 52. Je l'imaginais plus jeune en plus, quoi. Tu vois, il a 52 Triple H, quoi. Je sais pas qu'il est passé 50. Ah oui, c'est l'âge, hein. Il est de 69. C'est ça. D'accord. Donc effectivement, il est sur 53 même. D'accord, ok. Ouais, okay. Tu vois quoi. Et en plus, je voulais rajouter un dernier truc sur Triple H. Du coup, si vous me permettez, c'est marrant, ça fait partie de ces gars. Quand tu parles à des gens qui suivent pas trop le catch, mais qui l'ont suivi il y a peut-être 10 ans, 15 ans, tu sais, toute la génération Catch Attack, ces trucs-là, là, sur NT1, souvent, ils te citent 4-5 gars max, quoi. Ils vont te citer l'Undertaker, ils vont te citer John Cena, t'entends Rey Mysterio, t'entends Randy Orton, et puis derrière, enfin, ou en même temps, ou avant, ou après, t'as toujours Triple H qui arrive, quoi. Et ces mecs-là, et là, si tu te rends compte que, c'est les vrais méga légendes Hall of Famer sans aucun souci de l'époque on va dire alors lui il a commencé un peu avant, mais du début des années 2000, quoi. C'est surtout ça où il était vraiment énorme, Triple H. Ouais, c'est ça. Et là c'est vrai que du coup c'est une grosse passe qui se tourne, quoi. Après l'Undertaker il y a 2 ans, là ça fait un deuxième gros coup, là. Surtout sur cette période, ça a été un des plus grands heels de l'histoire, Triple H. Donc il y a ça aussi, quoi. Et puis alors moi, il y a une période où je l'ai détesté particulièrement. C'était à la période de l'autorité. La période qu'est-ce que c'était bon, ça. mais ouais, c'était énorme. 2013, 2016 là avec Team Cena, Team Autorité et compagnie là. Moi j'ai adoré le détester à cette époque-là, hein. C'était génialissime. J'avais adoré je crois que c'était un segment à Raw où il s'était retrouvé quasiment en jugement face à tous les catcheurs qu'il l'avait viré, quoi. Et alors ça c'était la période encore un peu avant, c'était la période où il y avait encore John Laurinaitis et tout ça. Et moi, il avait encore sa queue de cheval à l'époque, le Triple H. Et moi, j'avais adoré toute cette époque-là, quoi. Et puis après, l'autorité où là, je parle de l'autorité, par exemple, tu vois, de la période 2013-2014 là, la période Shield, Daniel Bryan, tout ça avec Batista. Ouais. Moi, toute cette période-là, j'ai adoré, quoi. Je trouvais qu'il était fantastique. Je trouvais que Stephanie McMahon était fantastique aussi à cette époque-là, quoi. Le couple était vraiment génial. Et je pense que le Yes Movement et la hype autour de Daniel Bryan, elle doit énormément à Triple H. Rien qu'à se rappeler la réaction, je l'avais revu il y a pas très longtemps, le match entre Bryan et Orton avec Triple H qui est l'arbitre et qui screw Daniel Bryan à la fin, et ça a lancé une espèce de vague qui va nous emmener jusqu'à WrestleMania 30, quoi. Et donc t'imagines de SummerSlam, un petit peu un comparatif avec toute mesure, mais par exemple Bianca Belair et Becky Lynch. C'est ce que j'aime bien dans cette rivalité, c'est que ça existe depuis SummerSlam de l'année dernière, quoi. Et on arrive à WrestleMania, quoi, avec un espèce de climax à WrestleMania. Je trouve que ça, c'est vachement bien foutu, ça. Et ça, avec Triple H, il savait faire ça parfaitement. Il savait mener une rivalité et la faire arriver à un point culminant, quoi. Et en général, quand on arrivait à ce point culminant, le public, il était soit à fond derrière lui, soit en totale haine.
mais il y avait pas de ventre mou, quoi. Tu vois, c'était pas, ouais, un peu grisâtre. Non, non, c'était à fond, c'était noir ou blanc avec Triple H, quoi. Bon. Eh ben, Mot de la fin pour Triple H. Voilà, très et bien. voilà, c'était le mot de la fin, c'était le clap de fin. Enfin, le clap de fin entre les cordes. Faut pas l'enterrer, Tout à les fait. amis. Il a 52 ans et il est encore largement investi dans le business, donc on ne l'enterre pas, s'il vous plaît. Parce que qu'est-ce que vous allez faire avec la team catch-up sinon, hein? C'est vrai. Allez, en parlant de la team catch-up, eh ben pour la rejoindre et pour être au courant de toute l'actualité, rejoignez la communauté sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, catchup.lepodcast.fr pour le site officiel. Ainsi s'achève cette review qui a commencé en tag team et qui a fini en triple frite. Il ne me reste plus qu'à remercier le retardataire Papy Anti-Atémie. Eh bien, merci à toi, tonton, et merci à toi aussi, GL, d'avoir laissé la porte ouverte malgré mon extrême retard. Hein. Merci à toi, Géliel. Merci tonton, merci papy d'être venu et puis d'avoir pu échanger sur Triple H. Merci à tous. Voilà, bah écoute, on aura un peu débordé, hein, comme d'habitude, après ces reviews de Friday Night SmackDown, mais c'est ça qui est bon. Peuple de catch-up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les bisous, on vous fait les cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton, salut GL, salut à tous. Salut Géliel. Salut tonton, salut papy et salut à tous. Et salut peuple de catch-up. Ah, je suis tout dans l'émotion. Moi, je suis tout dans l'émotion là, j'en peux plus. Je suis tout retourné.